Pour comprendre vraiment comment fonctionne une grande ville, il faut lui retirer sa peau et révéler les forces vitales qu'elle cache. Un système d'une incroyable complexité dont dépendent des millions de gens, mais que peu comprennent. Partons pour un voyage fantastique au cœur des grandes mégapoles du globe. C'est un mirage artificiel. Une oasis tentaculaire à 40 km du premier point d'eau. Une chimère au néon dans l'ouest américain, à 400 km de la ville la plus proche. Un lunapark urbain au cœur du désert du Moab. La chaleur y est torride, plus de 40 degrés en moyenne le jour, au plus fort de l'été. À Las Vegas, la profusion de casinos rend la vie supportable, mais cette vie serait tout bonnement impossible sans une débauche d'électricité. Voici le réseau électrique de la ville. Son moteur, 6 centrales alimentées par la quasi-totalité des sources d'énergie disponibles. L'eau. Le charbon et le gaz naturel. L'électricité qu'elles produisent est transportée par près de 16 000 km de lignes à haute tension. Ces câbles sont les artères visibles de Las Vegas. Mais le cœur de cette grande ville est caché dans un bâtiment top secret aussi protégé que la salle des coffres d'un casino. L'importance de ce site est telle pour la survie de la ville que rares sont les caméras qui peuvent y pénétrer. Nous autorisons rarement l'accès aux médias ou à qui que ce soit. Mark Shank dirige le centre opérationnel haute sécurité de Nevada Power, une compagnie d'électricité qui enregistre l'une des croissances les plus rapides de tous les États-Unis. Ce centre est très discret. De l'extérieur, personne ne peut se douter que c'est le cœur de notre réseau électrique. Depuis ce centre de contrôle, Mark Shank gère l'alimentation électrique de plus de 700 000 foyers et entreprises dans une zone aussi vaste que le Liban. Forte de plus de 2 millions d'habitants, Las Vegas affiche le deuxième taux de croissance des villes américaines. Pourtant, la plus forte consommation d'électricité est le fait d'un seul quartier de la ville. Bienvenue sur le Strip, une avenue de 8 km où la plupart des casinos ont élu domicile. Chaque année, ces 15 pâtés de maison consomment autant d'électricité que toute la ville de Zurich. Dans d'autres villes, les coupures de courant sont un désagrément. À Las Vegas, où chaque casino génère plus de revenus que certains pays, c'est une catastrophe. La coupure de courant du Bellagio a duré 2 jours et demi et coûté des millions de dollars à la ville. Alors imaginez une panne plus importante qui toucherait la moitié des casinos du Strip. Les pertes se chiffreraient en centaines de millions de dollars. Ici, assurer la fourniture d'électricité, c'est une grosse responsabilité. Las Vegas pourrait résoudre l'essentiel de son casse-tête énergétique grâce au soleil. Après tout, le Moab est un désert. Et pourtant, l'énergie solaire couvre moins de 1% des besoins de la ville en électricité. Elle est trop chère. Ses coûts de production sont en moyenne 2,5 fois plus élevés que ceux des procédés traditionnels. La source d'énergie que l'on associe le plus souvent à la capitale du jeu ne se trouve même pas sur place, mais à près de 50 km. Plus de 2 fois la taille de la cathédrale Notre-Dame. Le chantier a duré 4 ans et coûté la vie à près de 100 ouvriers. Une fois terminé, on l'a surnommé la 8e merveille du monde.
À ce jour, Hoover Dam reste le plus haut barrage en ciment de l'hémisphère nord. C'est la puissance de ces chutes d'eau qui a fait Las Vegas. La retenue du barrage, le lac Mead, peut contenir plus de 35 000 milliards de litres d'eau. Mais quelle puissance énergétique génère-t-il vraiment? Plus d'1 million de litres d'eau par seconde s'engouffrent dans les conduites forcées et entraînent la rotation des turbines qui génèrent l'électricité. 1/20 de mètre cube d'eau suffit à alimenter une maison individuelle pendant 24 heures. Mais il faut plus de 500 mètres cubes pour couvrir les besoins quotidiens en électricité d'un casino. Quant à l'alimentation de tout le strip, elle exige plus de 14 millions de mètres cubes d'eau par jour. Et ce n'est pas tout. Le barrage réservant désormais l'essentiel de sa production à d'autres villes, il ne peut assurer la passion du jeu de Las Vegas que 28 minutes par jour. Aujourd'hui, cet ouvrage ne couvre plus que 2% des besoins électriques de la ville du désert. Mais alors, d'où tire-t-elle son énergie? Pour trouver la réponse, il suffit de remonter les lignes de distribution électrique jusqu'à leur point de départ. Comme la plupart des villes nord-américaines, Las Vegas produit encore 80% de son énergie à l'ancienne, dans une centrale à combustion. Voici la centrale Ray Garner. Ici, on brûle beaucoup de charbon. Pour obtenir de l'électricité, il faut d'abord la produire. Et ici, cette étape exige toujours du combustible fossile. J'explique. Le train arrive. Il décharge le charbon sur les tapis roulants qui alimentent le pulvérisateur. De là, le charbon est injecté dans la chaudière pour être brûlé. La chaleur de la combustion permet de chauffer l'eau qui se transforme en vapeur. Cette vapeur fait tourner la turbine qui entraîne elle-même le générateur. Voilà le principe. Qu'elle soit alimentée au charbon, au gaz ou au combustible nucléaire, la turbine est le dénominateur commun de toutes les centrales électriques. Le dispositif est simple mais indispensable. Au cœur de la turbine, l'eau ou le gaz sous pression fait tourner les pales comme les ailes d'un moulin. Ces ailettes entraînent la rotation des aimants de l'alternateur qui produisent un flux d'électrons. Ces électrons sont capturés, leur tension est élevée par des transformateurs géants et ils sont ensuite injectés dans le réseau de distribution. À Las Vegas, les turbines dévorent le charbon aussi vite que les bandits manchots avalent les pièces. Par montagnes entières, tous les jours. Il y a 300 000 tonnes de charbon ici. Assez pour alimenter 3000 foyers en électricité pendant 1 an. Il faut à peu près la quantité de charbon que vous voyez sur ce tas là-bas pour alimenter un casino pendant 1 heure. C'est l'équivalent de la couverture des besoins des comtés de Lincoln, de Mesquite et de Moapa, soit à peu près 4 ou 5 agglomérations. Les casinos sont très gourmands en énergie. Mais même sans être propriétaire de casino, on brûle beaucoup de combustible fossile. Voilà ce qu'il faut pour alimenter une ampoule pendant 1 heure. Et il faut cette quantité pour produire 1 kilowatt. Vous avez 500 poignées comme celle-ci sur votre facture mensuelle. Chaque poignée représente 1000 watts et c'est ce que vous payez au final. Las Vegas n'existerait pas sans électricité. Quand je roule sur le strip, j'additionne 1 mégawatt par ici, 1 mégawatt par là, en voilà 25 et encore 25. La centrale fait du chiffre. Et pourtant, brûler ces montagnes de charbon ne suffit pas, loin de là. Dans cette ville à croissance exponentielle, la demande est en train de dépasser l'offre. Éclairer Las Vegas tourne au jeu de hasard. En plein été, la cité ne produit pas assez d'électricité pour faire face à la hausse du mercure. La capitale du jeu n'a pas d'autre choix que trouver l'énergie ou arracher la prise.
De quel bois se chauffe l'homme qui dirige la ville la plus électrique des États-Unis? Bienvenue à Las Vegas. Venez faire un tour. Oscar Goodman, le maire énergique d'une agglomération survoltée. J'étais dans mon bureau à la mairie quand j'ai reçu un coup de fil du club d'athlétisme. Ils m'ont dit, monsieur le maire, puisque vous travaillez sans arrêt, voulez-vous nous aider à prouver qu'un homme très occupé peut perdre du poids? J'ai dit non, c'est impossible, à cause de mes mauvaises habitudes. Je descends une bouteille de gin tous les soirs. Ils m'ont dit, tentez le coup. Et moi, tant qu'on ne touche pas à mon gin, pour être honnête, ça m'a sauvé la vie. Qui d'autre peut boire une bouteille de gin tous les soirs et se réveiller frais et dispo? Comme la ville qu'il administre, le maire s'est réinventé pour rester en vie. Je suis à l'image de la ville. J'ai connu l'époque de la mafia et celle de son âge de raison. Et je n'ai pas honte de mon passé. Ancien avocat, Maître Goodman a défendu des membres présumés de la mafia accusés de crimes organisés. En fait, c'est un gangster visionnaire qui a tenu la ville sur les fonds baptismaux. En 1946, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Bugsy Siegel construit le premier hôtel casino de luxe de Las Vegas. Mais devant les dépassements de coûts pharaoniques du Flamingo, la mafia décide d'arrêter l'hémorragie une fois pour toutes. Mais le pari du malfaiteur finira par payer. Le Flamingo deviendra plus que rentable et sera la première attraction de ce Luna Park survolté. À mon avis, c'est l'histoire de Las Vegas, sa légende, sa fièvre, ses néons, qui ont fait de nous ce que nous sommes. La capitale mondiale du tapis vert. 35 millions de touristes se pressent ici tous les ans pour faire rouler les dés et perdre plus de 6 milliards de dollars, soit près de 3 fois les recettes touristiques annuelles de la Jamaïque. Ce qui les attire, l'atmosphère électrique des casinos géants, comme le Mandalay Bay. Cet hôtel casino est une ville à lui seul. On y trouve une galerie commerciale pharaonique, des piscines de la taille de 4 terrains de football et plus de 2000 machines à sous. Sa consommation d'électricité est telle qu'il dispose de sa propre mini-centrale. Ce bâtiment consomme 10 000 fois plus d'électricité par jour qu'une maison individuelle. Charlie Capps est l'ingénieur en chef de ce complexe hôtelier. Son travail, surveiller la facture d'électricité. Dans ce genre d'établissement, l'énergie, c'est de l'argent. Beaucoup d'argent. Notre note d'électricité se chiffre entre 1,7 et 2 millions de dollars par mois. Notre fournisseur est ravi de nous avoir comme clients. Les gens viennent chez nous en masse et notre chiffre d'affaires progresse tous les ans. Las Vegas a inventé les casinos géants. Et comme géant, le Mandalay Bay se pose là. Ces factures d'électricité sont astronomiques, car tout ici se fait en taille XXL. Nous sommes dans la salle de bal. C'est la plus grande salle de bal des États-Unis. On peut y garer un 747. Elle est plus grande qu'un stade de football. On pourrait y allonger la Statue de la Liberté. Et vous pouvez y organiser un souper intime pour vos 6800 amis les plus proches. Il faut une armée de plus de 7000 personnes pour le faire fonctionner. Et dans un complexe de cette taille, les tâches les plus humbles prennent une ampleur titanesque. J'ai une équipe entière qui se consacre uniquement au nettoyage des plantes. J'ai un gars à plein temps qui, dès 4 heures du matin, passe sa journée à changer des ampoules. Les clients voient le scintillement des néons, mais pas l'énergie qu'il faut pour les alimenter.
Les cuisines préparent plus de 23 000 repas par jour en moyenne. On chauffe de l'eau pour des milliers de douches et les compresseurs fournissent assez d'air conditionné pour rafraîchir l'équivalent de 5000 maisons particulières. Les besoins en énergie sont énormes et quelqu'un doit assurer l'approvisionnement. Je ne connais pas de boulot plus intéressant. C'est très dur, mais je vous assure qu'on ne s'ennuie jamais. Je vous laisse, j'ai quelques ampoules à tester. À Las Vegas, l'électricité n'est pas seulement un coût d'entretien. C'est aussi, et surtout, le meilleur moyen d'attirer le chaland. Et comment résister à une partie de surf en plein désert? Je viens d'Honolulu. Alors, quand j'ai le mal du pays, je me fais une vague. Et c'est Hawaï. Moïse Mokuai gère la piscine à vagues du Mandalay Bay. C'est l'une des plus grandes du pays. Ces 6 millions de litres d'eau rempliraient 6 piscines olympiques. Comme l'enseigne du casino, elle dévore l'électricité. Mais tant qu'elle attire les clients, peu importe son coût. Tous les jours, Moïse rejoue la Bible. Il partage les eaux grâce à ce générateur de vagues. Voici le cerveau du système. Il me permet de choisir la taille des vagues et gère tout le dispositif. On a des pompes à turbine de 150 chevaux qui aspirent plus de 450 000 litres d'eau à la minute. Elles envoient l'eau dans cette cheminée qui alimente les caissons jusqu'à la hauteur dont j'ai besoin. Les vannes s'ouvrent, l'eau jaillit et la vague se forme. C'est comme une paille dans un verre. Si tu bouches la paille et que tu la sors du verre, l'eau est piégée. Si tu enlèves ton doigt, l'eau s'écoule. C'est le même principe. Du surf en plein désert. Gaspillage d'énergie, direz-vous? Oui, mais à Las Vegas, il faut ça pour que l'argent coule à flot. Ici, tout est possible. Tout. Prenez le Strip, par exemple. On a des pyramides, des châteaux, des îles tropicales et même Paris. Alors pourquoi pas des requins? L'un des trucs les plus fous qu'on puisse faire ici, c'est plonger au milieu des requins. Jack Jewell est biologiste marin. Il s'occupe de la fosse aux requins du Mandalay Bay. Elle recèle plus de 2000 poissons exotiques, dont l'un des très rares spécimens de requins marteaux en captivité. C'est étrange à dire, mais je suis plongeuse dans une ville où il n'y a pas d'océan. Le meilleur endroit pour nager avec un requin marteau? Un casino en plein désert, bien sûr. Une des choses qui me fascine ici, c'est cette sensation de plonger très profond alors qu'on est en pleine ville et que dehors, il fait 43 degrés. Comme la piscine à vagues, l'aquarium coûte très cher en électricité. Mais à long terme, l'investissement est rentable. Il attire les joueurs. Ceux-ci dépensent leur argent au casino et le casino paie des impôts à la ville. C'est cette chaîne alimentaire qui nourrit Las Vegas. Et son rouage principal, c'est le réseau électrique urbain. Dans la course aux clients, chaque casino essaie de surpasser ses concurrents et ferait n'importe quoi pour électriser les foules. N'importe quoi. Il est si puissant qu'il se voit de l'espace.
Le faisceau lumineux du Luxor. Un phare géant qui déchire la nuit. Un joyau de 250 000 watts qui brille au sommet de la pyramide de l'hôtel Luxor. Comme tous les gadgets, il ne sert à rien, sauf à impressionner. Ce qu'il fait à merveille, c'est le symbole de cette capitale du jeu où rien n'est ni trop cher, ni trop clinquant, ni trop démesuré. Nous sommes au-dessus du faisceau. Il se compose de 39 ampoules au xénon de 7000 watts chacune. John Lichtsteiner est le gardien de phare du Luxor. Vous avez ici la source du rayon qui se voit de la navette spatiale et aussi d'avions à 400 km à la ronde. Sa lumière permet de lire le journal à 16 km d'altitude. Le système est couplé à un minuteur qui le déclenche 45 minutes après le coucher du soleil. Le mécanisme d'allumage est le suivant. On fait d'abord clignoter ces flashs pendant 30 secondes pour prévenir les avions qui se trouvent dans la zone. Puis on allume les 39 ampoules, l'une après l'autre, toutes les demi-secondes. Son alimentation en électricité coûte plus de 125 000 $ par an. L'un des menus frais fixes qui font tourner le business à Las Vegas. Les pilotes d'hélicoptères aiment bien faire traverser le faisceau à leurs clients. Il paraît que ça leur porte chance. C'est ce qu'ils racontent et on aime y croire. Mais le faisceau n'attire pas seulement les touristes. Les seules victimes de notre rayon sont les papillons de nuit, les oiseaux et un faucon de temps en temps. Pour les animaux attirés par la lumière, ça ressemble à un vrai festin. Mais la pénurie menace cette orgie électrique. Au plus fort de l'été, en haute saison, toutes les centrales de la ville tournent à plein régime. Et pourtant, elles ne couvrent que 50% des besoins en électricité de cette mégapole. Le complément est assuré par le centre opérationnel top secret de Nevada Power, le centre névralgique du réseau électrique de la ville. Ici, on ne produit pas d'électricité, on l'achète. L'une de nos missions consiste à signer des contrats avant l'été pour combler notre déficit probable en électricité. Mais nous faisons également des achats d'énergie à court terme, soit au jour le jour, soit heure par heure. Nevada Power est relié à l'une des plus vastes machines du monde, le réseau électrique d'Amérique du Nord, soit 5000 producteurs d'électricité qui, ensemble, desservent tout le continent. Il fonctionne comme tous les marchés de matières premières, à une énorme exception près. À cette échelle, impossible de stocker l'électricité. Si elle n'est pas consommée, elle est perdue. Grâce à un système d'échange, les régions déficitaires en électricité achètent les surplus des zones excédentaires. Dans les États où le climat est frais, les centrales produisent plus que les besoins locaux. Mark Shank calcule le complément dont il a besoin pour la journée et passe commande. Elle est honorée en quelques secondes et acheminée via des lignes à haute tension d'une capacité d'1 million de volts. L'électricité arrive à Las Vegas à la vitesse de la lumière. Et plus la ville s'étend, plus elle doit ainsi s'approvisionner à l'extérieur. Mais cette chaîne comporte un maillon faible, les lignes elles-mêmes. Nevada Power exploite plus de 2500 km de câbles de transport à haute tension, la distance entre Berlin et Athènes. Et ceci exige un entretien permanent. On a d'autres problèmes. Compte tenu du niveau de demande en haute saison, on doit parfois intervenir sur des lignes de 500 kV. Et on ne peut pas les mettre hors tension car elles alimentent le sud du Nevada. En clair, ils doivent entretenir des câbles électriques chargés à 500 000 volts. C'est ce qui s'appelle du travail de haut vol.
Personne n'aime autant son travail que Larry Fanning. Cet employé de AgroTours Helicopter Service entretient les lignes à haute tension qui alimentent Las Vegas. Et ses conditions de travail confinent à la haute voltige. Je tire mon chapeau aux gars qui travaillent en camion nacelle. Mais nous, à la place du camion grue, on travaille depuis l'hélicoptère. On part très tôt parce qu'à partir de 10 h du matin, on peut faire cuire un œuf sur ces lignes. Et nos gars sont assis dessus. Et la chaleur, ça n'est rien. À 60 mètres du sol, Larry va intervenir sur une ligne sous tension, transportant 8000 fois plus de courant que la prise murale de votre maison. Un kilovolt est égal à 1000 volts. Touchez une ligne de 500 kV à main nue et vos radios dentaires ne suffiront pas à identifier vos restes. Si vous preniez 500 000 volts, il ne resterait plus grand-chose de vous. Un morceau pas plus gros que ça. Vous seriez désintégré. La seule protection des techniciens est un cocon d'acier, une combinaison métallique de quelques millimètres d'épaisseur. C'est une Nomex Inifuge. C'est un tissu en acier inoxydable qui conduit l'électricité autour de vous. On est couvert de la tête aux pieds. S'il y avait le moindre interstice, l'électricité nous passerait à travers le corps. Mais si l'équipement est parfaitement ajusté, il n'y a pas de problème. Pour faire son travail, Larry doit enfreindre la règle d'or en matière d'électricité. Pas touche. On a le numéro de l'hôpital et celui des secours en cas de pépin. On n'hésitera pas, l'hélico filera direct à l'hôpital. On n'attendra pas sur place. Son premier geste, toucher la ligne sous tension avec une barre de fer. Quand on arrive au-dessus, je me tiens à l'extérieur, perche en main. C'est une simple barre d'acier inox. Et quand on est au-dessus de la ligne, je tends la perche. Quand on est à 1 mètre d'une ligne de 500 kV, un arc électrique se forme. Mais quand je pose la perche sur le câble, l'arc disparaît. Ça fait boum, ça chauffe, le courant passe. « 500 000 volts courent autour de la combinaison de Larry Fanning et non à travers son corps. C'est l'effet Faraday. Faraday a démontré qu'un homme placé dans une cage métallique est isolé de tout courant électrique extérieur. C'est comme un oiseau sur un câble. On reçoit autant d'énergie que la ligne. On chauffe autant qu'elle. Quand on travaille et que l'électricité circule, on sent comme des abeilles dans la combinaison et dans le casque. Ça fait génial. Tant que sa combinaison est intacte et qu'il ne touche pas le sol, Larry Fanning peut marcher sans danger sur le câble. On a aussi un étrier qui nous aide à passer en douceur de l'hélicoptère à la ligne. Et une fois sur le câble, on peut s'asseoir tranquillement et avancer. Aujourd'hui, l'équipe effectue une visite de contrôle. Transportant d'énormes quantités d'électricité, les lignes sont également soumises à de très hautes températures et à des vents violents. Un risque de plus quand on électrifie le désert. Pour éviter que la ville soit plongée dans le noir, les hommes comme Larry Fanning inspectent les câbles et les transformateurs avant qu'ils ne tombent en panne. J'adore ça. J'aime jouer les funambules sur les lignes électriques. Je sais qu'il faut faire attention, mais j'ai pas peur. C'est excitant. Excitant, certes, mais surtout vital pour Las Vegas. Les lignes à haute tension sont les autoroutes de l'approvisionnement électrique. Elles transportent des gros volumes sur de grandes distances et sont très efficaces.
mais d'usage délicat. La tension électrique qui alimente les maisons individuelles varie entre 110 et 220 volts. Transporter le courant à ce niveau de tension exigerait près de 10 000 lignes. Mieux vaut recourir à un câble d'une capacité d'1 million de volts. Un exemple, il serait plus facile de transporter une seule coupure de 1 million de dollars qu'1 million de billets de 1 dollar. À l'arrivée, il suffit de faire de la monnaie et pour l'électricité, d'abaisser sa tension pour la rendre utilisable. Dans la banlieue de Las Vegas, des stations relais abaissent cette tension à 7000 volts environ. Et elles répartissent le courant en ville vers des transformateurs qui le fractionnent davantage pour l'usage ménager. Mais ces transformateurs sont l'autre maillon faible de l'alimentation électrique de cette ville. La chaleur torride du désert raccourcit leur durée de vie. Et quand ils rendent l'âme, c'est panique à bord. Ces hommes ne sont pas des Hells Angels. Ce sont des anges, certes, mais les anges gardiens de Las Vegas. Les lignards qui protègent les lumières de la ville. Et ici, bien sûr, le meilleur de ces sauveteurs est une femme. On doit remplacer un transfo de quartier de 25 kV par un de 50. Shannon Skinner dirige une équipe de lignards. Ils risquent leur vie chaque jour. L'électricité, c'est l'inconnu. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il vaut mieux se rafraîchir. Il fait 43 degrés. On a l'habitude de la chaleur. 38 degrés, c'est rien. On aime le désert. Les climats tempérés, c'est pour les femmelettes. On n'est pas du genre à pointer, pas du tout. C'est un boulot excitant. Ça change tout le temps. On y va! Aujourd'hui, ils doivent remplacer un transformateur hors service. Cette machine n'est rien d'autre qu'une énorme bobine de fil métallique destinée à abaisser la tension du courant. Le caisson est rempli d'huile pour isoler la bobine, mais aucun isolant ne résiste longtemps à la chaleur de Las Vegas. Ici, il fait souvent 38 degrés à minuit. Nos transfos n'ont pas le temps de refroidir et durent bien moins longtemps qu'ailleurs. Mais avant de pouvoir travailler, ils doivent régler un problème. Il faut qu'ils rentrent leur chien. On joue avec la haute tension, mais avec les pitbulls, c'est non. On a deux problèmes avant de pouvoir grimper au poteau. Une cour pleine de pitbulls et ce ballon en millard coincé sur le fil. Il est très dangereux. Le millard est un polyester très conducteur d'électricité. Ce ballon échappé d'une soirée ne sera pas facile à déloger. Si le ballon touche le fil de terre, vous voyez ce fil là sous la flèche? Tout le quartier sera privé d'électricité. Nevada Power, bonjour. Vous pouvez rentrer vos chiens? C'est bon, tout le monde sur le pont. Le casque, c'est important. On en porte tous. Hors de question qu'un truc nous tombe sur la tête. La sécurité est une priorité absolue. Même une fois la tension abaissée, les lignes électriques restent dangereuses. Les équipes de terrain ont aussi besoin d'un ange gardien. Cette veille est assurée au QG de la compagnie d'électricité. Toutes les interventions sont coordonnées par nos soins. On doit savoir où sont les lignards pour ne pas remettre une ligne sous tension s'il y a un pépin ou un accident, quel qu'il soit. La sécurité passe avant tout. Si on fait une erreur et qu'on ne sait pas où ils sont, il peut y avoir des blessés. J'ai plusieurs copains qui sont morts en faisant ce boulot. Je ne veux pas avoir à rentrer le soir en sachant qu'un de mes gars s'est blessé. T'es prêt?
Les lignards font un métier de pionnier. On passe les premiers partout. Rien n'existe tant qu'on n'a pas installé les lignes électriques. On a construit Las Vegas. Elle nous doit chaque goutte de son énergie. Quand on est sur un poteau à 30 mètres du sol, le vent souffle, les nuages défilent, on est tout près de Dieu. Le 7e jour, Dieu créa les lignards. Une surprise attend le technicien en haut du poteau. Le vrai coupable de la panne du transformateur. C'est pas un ballon, c'est une poupée gonflable. Je la garde en souvenir. Voilà le coupable. Ce genre de choses peut faire des ravages sur le réseau. Un ballon à 2 $ peut plonger tout le strip dans le noir complet. Et elle ne plaisante pas. Un jour, un ballon en millard a détruit le transformateur qui alimente plusieurs casinos de la ville. Mais cela aurait pu être pire. Le pire cauchemar de Las Vegas, une coupure de courant sur le strip. Et la menace est bien réelle. Cela s'appelle une panne en cascade. Des défaillances en chaîne qui engloutissent tout le réseau d'une ville. Pour éviter ce genre de blackout généralisé, les centrales électriques locales sont supposées disjoncter automatiquement. Mais cette sécurité ne fonctionne pas toujours. La quasi-totalité des villes américaines étant connectées au réseau national, la panne pourrait se propager comme ce fut le cas l'après-midi du 14 août 2003. Une défaillance technique dans une centrale de l'Ohio a déclenché des coupures de courant en chaîne. Et 50 millions d'Américains et de Canadiens ont été privés d'électricité. La plus grande panne de courant de l'histoire des États-Unis. Le maire de Las Vegas a vécu un cauchemar similaire dans les années 1970. Il s'en souvient encore. Certains jours, pendant la crise énergétique, la ville était privée d'électricité. Sans lumière, elle n'était plus elle-même. Elle ne se ressemblait plus. Ce n'était plus Las Vegas. On faisait comme si de rien n'était, mais cette ville tire toute son énergie de l'électricité. Plus la ville s'étend, plus le risque d'une nouvelle panne de courant augmente. Mais il existe un moyen d'éviter toute coupure de courant. Se passer complètement du réseau. Débrancher et se débrouiller avec les moyens du bord. Pahrump n'est qu'à 1 heure de route, mais à des années-lumière de Las Vegas. Je m'appelle Gary Toll et voici ma femme Judy. On produit notre propre énergie grâce au vent et au soleil. Comme Las Vegas, Pahrump est un village de pionniers qui a pris sa destinée en main. On a pris le risque de se passer du réseau électrique, de ne plus vivre comme les gens de la ville. Ils ont le téléphone, l'électricité et des voitures, mais ces Robinson préfèrent couler des jours tranquilles loin de la folie urbaine. Les gens d'ici sont anti-pouvoir public, anti-establishment. Et ils veulent qu'on leur fiche la paix. Ceux qui se sont installés ici depuis le début ont tous 3 chiens, 5 voitures hors d'usage et quelques fusils. Et ils s'en servent. Et surtout, ils ont de l'énergie. J'ai 2 éoliennes, des Windseeker 300. Chacune produit 1000 watts à l'heure. C'est plus qu'assez pour faire tourner la maison.
Et ici, j'ai 2 fours solaires que j'ai achetés en 1999. Le plus petit chauffe jusqu'à 135 degrés. Le plus gros monte à 160 ou 175 degrés. On fait cuire des dindes, des gâteaux, des poulets, mais pas les miens. Je me demande si les gens nous prennent pour des originaux. Je suis qui je suis, mais parfois je me demande si j'existe. Suis-je différente? Vous me trouvez bizarre? Moi pas. Pour ce couple, Las Vegas appartient à une autre galaxie. Une galaxie très lointaine. Quand je vois Las Vegas, quand je vois le Strip, je ne vois que du gâchis, du tape à l'œil. Un de ces jours, Las Vegas va s'éteindre. Mais nous, on aura encore du courant, parce qu'on a le soleil et le vent. À mon avis, le risque que Judy et moi courons ici à vivre comme ça est très faible par rapport à celui que court Las Vegas aujourd'hui. Et la capitale du tapis vert n'est pas au bout de ses peines. Dans cette ville qui se développe à un rythme effréné, le réseau électrique pourra-t-il faire face à l'accélération de la demande d'énergie? Las Vegas se développe à une vitesse vertigineuse. Autrefois située en périphérie, cette zone fera bientôt partie du centre-ville. Pour Carl Miller, salarié de Nevada Power, assurer le raccordement des nouveaux quartiers au réseau électrique revient à combler un puissant fond. On va poser entre 40 et 45 000 mètres de câbles cette année. 5 à 6 000 personnes s'installent ici tous les mois. Le rythme est difficile à suivre. Nevada Power pose près de 2,5 km de câbles électriques par jour. Il installe ce câble qui est relié au treuil de l'autre côté. Après, on pourra le tirer entre cette plaque d'égout et la suivante. Pour protéger les fils électriques de la chaleur et des accidents, ainsi que l'esthétique du paysage urbain, la compagnie d'électricité enterre désormais presque tous ses câbles. C'est une arrivée d'air pour le gars en bas. C'est gentil, merci. Il râle tout le temps. Et je passe plus de temps avec lui qu'avec ma femme. Pas pour la même chose. D'ici la fin de la journée, ces hommes auront électrifié 40 maisons neuves. Pour suivre le rythme des constructions, les équipes se relaient jour et nuit, 7 jours sur 7. Une fois en bas devant cette masse de fils, tu te dis « Mais je le branche où, celui-là ?» Tous les ans, Nevada Power pose suffisamment de câbles électriques pour relier Berlin à Zurich. Mais c'est une tâche sans fin. Las Vegas est un monstre. Elle avale en moyenne 30 km de désert par an. À ce rythme, la cité risque de percuter la Californie en 2019. Heureusement que la montagne lui barre la route. À l'entrée de la ville, le maire prépare un nouveau relais de croissance. Sur ces 25 hectares de désert, Oscar Goodman veut ériger un mirage urbain de plusieurs millions de dollars. Voici la perle du désert. C'est mon bébé, le rêve de ma vie. On va construire des gratte-ciel au milieu de cette ville horizontale. Il y aura des commerces, un centre hospitalier universitaire et une grande salle de spectacle. Et même une antenne de l'Agence fédérale de recouvrement des impôts. En d'autres termes, le fisc. Là-bas, on construit un bâtiment pour le fisc. J'ai horreur du fisc. À mes yeux, il ne sert à rien. Mais le bon côté de la chose, c'est qu'on a un promoteur immobilier privé, qu'il va louer l'immeuble au fisc et que la ville de Las Vegas va pouvoir taxer le fisc.
Je suis le nouveau Bugsy Siegel. Quand il est arrivé ici, il n'y avait absolument rien. Mais il a eu une vision, il a eu l'intuition des casinos et de l'avenir de Las Vegas. Le bon côté des visions, c'est qu'elles ne coûtent rien et qu'on peut laisser aux générations suivantes le soin d'en régler les menus détails. La fourniture d'électricité, par exemple. C'est mon rêve, ma vision de l'avenir du sud du Nevada pour les siècles à venir. On dit que New York ne dort jamais, mais la vraie insomniaque, c'est Las Vegas. Le faisceau du Luxor éclaire ses nuits, un phare qui ambitionne d'attirer les joueurs du monde entier, mais surtout le symbole d'une mégapole qui parie que sa chance et la fée électricité ne lui tourneront jamais le dos. Les gens d'ici savent qu'ils habitent une ville qui ne devrait pas exister, qui ne vit que grâce à la créativité et à l'ingéniosité de l'homme. Et ici, l'ingéniosité ne manque pas. En construisant les plus grands déphaseurs du monde et en investissant dans des lignes à très haute tension, Nevada Power fait le pari d'empêcher les lumières de Las Vegas de s'éteindre. Et en jouant adroitement ses cartes, la ville pourra rester ce qu'elle est. Le tapis vert survolté du monde. Il faut vouloir l'étreindre, se laisser électriser, jouer le jeu, se laisser entraîner par son mouvement, son dynamisme. Je crois que les gens qui viennent à Las Vegas veulent vivre. Et pour les gagnants, la sensation est électrique. Vive Las Vegas!